C'est clairement le philosophe qui a occupé le poste le plus puissant parmi tous les philosophes de l'histoire, alors qu'il a vécu il y a environ 2 millénaires. Encore aujourd'hui, ses conseils et réflexions sur le stoïcisme donnent forme au quotidien de beaucoup de personnes, dont moi. Et ça a d'ailleurs été une inspiration énorme pour mon livre Le Code, qui, je le rappelle, est disponible partout, dans toutes les bonnes librairies. Au pire, vous pouvez le commander, aux éditions Albin Michel. Le Code. Merci d'ailleurs au passage pour tous vos retours. J'en ai pas vraiment reparlé sur YouTube depuis l'annonce. Donc je vais pas, voilà, on va pas s'éterniser, mais c'est pas le moment pour le faire. Mais juste merci, voilà. Et oui, donc je précise parce que je parle de Marc Aurèle dedans pas mal de fois, et c'est très très fortement inspiré du stoïcisme. Si le stoïcisme vous parle, ça peut vous intéresser très fortement. Si le bonheur vous parle, mais que vous savez pas ce que c'est le stoïcisme, ça peut vous intéresser très fortement. Voilà, on revient à la vidéo. Le sujet, vous l'avez compris, c'est Marc Aurèle. C'est un destin hors norme pour une pensée qui prône la simplicité et la sobriété. C'est parti pour une plongée dans la Rome antique. Let's go. Marc Aurèle part avec un très bon avantage dans la vie. On aurait envie de lui demander de checker ses privilèges. Lorsqu'il naît en 121 après Jésus-Christ, à Rome, son grand-père, Marcus Annius Verus, est à la fois consul de l'Empire romain et préfet de Rome. Donc, en termes de pouvoir, c'est pas trop mal. Et en plus de cet héritage politique, le petit Marc vient au monde en étant à chaque fois du bon côté de la barrière. Il naît libre dans une société où il y a énormément d'esclaves. Il est citoyen romain alors que les pérégrins, c'est-à-dire les gens libres, mais pas citoyens, sont majoritaires à travers l'Empire. Sa famille est riche, genre multimillionnaire, si on convertissait en argent d'aujourd'hui. Et pour couronner le tout, c'est un homme, donc encore une fois, il est du côté dominant des rapports sociaux de la Rome antique. Excellent starter pack pour le fils de Marcus Annius Verus. Oui, alors tout à l'heure j'ai dit que c'était son petit-fils, mais en fait c'est parce que son père et son grand-père, ils ont le même nom. Voilà. Non mais je précise pour ceux qui essaient de suivre un petit peu ce que je dis, tout va bien. C'est juste qu'ils ont le même nom. Ouais. Et pour ce qui est de sa mère, Domitia Lucilla Minor, c'est une des plus riches héritières de l'Empire. Voilà. Alors évidemment, naître est un excellent premier pas. Voilà. Après, il faut faire tout le reste. Et ça passe par l'éducation. Marc Aurèle dispose des meilleurs tuteurs, ce qui est très important, car les tuteurs passent généralement plus de temps avec l'enfant que les parents eux-mêmes. Et d'ailleurs, malheureusement, Mini-Marc n'aura pas énormément de temps avec son père, puisque celui-ci meurt lorsque Marc a 7 ans. La classique, j'ai envie de vous dire, dans les vies de philosophes. C'est le premier drame de sa vie, et malgré ce décès précoce, il gardera un souvenir ému de son père, et essaiera toujours de suivre l'exemple de sa réserve et de sa virilité. Voilà, le daron était apparemment Clint Eastwood. Marc Aurèle va donc grandir sous l'œil de sa mère, Lucilla, et de ses tuteurs qui lui font découvrir les saveurs de la philosophie. Mais pour l'instant, rien ne semble promettre Marc Aurèle au trône de l'Empire romain. En fait, il va se passer un jeu de succession un peu compliqué à la Game of Thrones. L'empereur, à ce moment-là, c'est Hadrien, mais problème, il n'a pas de fils biologique. Donc il doit choisir un successeur. Et il s'arrête sur Antonin le Pieux, un brillant consul. Mais comme Antonin a déjà la cinquantaine, il faut aussi déjà commencer à préparer sa succession à lui. Or, Antonin est l'oncle de Marc Aurèle, donc Hadrien et Antonin se mettent donc d'accord pour qu'Antonin adopte Marc Aurèle, alors qu'il n'a que 17 ans, mais aussi Lucius Verus, un autre petit-fils de consul. Et on a donc la relève. Voilà, lorsque Hadrien meurt, Antonin devient empereur, et ses 2 nouveaux fils adoptifs se préparent à co-régner dans un pouvoir à 2 têtes. Quand Antonin prend le pouvoir, on est en 1308. Marc Aurèle est désormais promis au poste le plus prestigieux de l'époque et il va vivre une longue période d'apprentissage auprès de son père adoptif. Il se forme en éloquence, en droit, il participe au débat du Sénat, il suit des cours sur la philosophie stoïque ou la philosophie d'Aristote, il suit notamment l'enseignement de Fronton, considéré comme le meilleur orateur de l'Empire, avec qui il correspond beaucoup, et leur échange nous donne un aperçu de la vie de Marc Aurèle, qui est décrit comme une personne intelligente et travailleuse. D'ailleurs, le langage utilisé dans la correspondance est assez intime et sexy, et il y a des théories qui disent qu'ils auraient peut-être été amants, ou alors, c'était simplement un jeu épistolaire, comme ça arrivait à l'époque. Je vous laisse juger avec ce court extrait. « Et moi, par Hercule, je meurs ainsi d'amour pour toi,
ni ne suis découragé par tes préceptes. Et serais-tu plus empressé et plus facile pour les autres qui ne t'aiment pas? Moi, je t'aimerai pourtant. Et je t'aimerai jusqu'au bout. Voilà, j'ai été surpris de ne pas connaître cet aspect de la vie de Marc Aurèle avant de faire cette vidéo. Il y a Paul Venn, dans son livre L'homosexualité à Rome, qui nous dit que Marc Aurèle écrivait dans son journal qu'il était content d'avoir résisté à l'attirance qu'il éprouvait pour son domestique Théodotos et sa servante Bénédicta. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais ça me semble être très clair sur l'orientation sexuelle de Marc Aurèle. Pour en revenir sur son éducation, celui qui a eu le plus d'influence sur le futur empereur, c'est Rusticus, un philosophe stoïcien qui lui apprend la simplicité, autant dans le langage que dans l'habillement. Le stoïcisme est un élément clé dans la vie de Marc Aurèle. Et on le verra plus tard, son œuvre va le classer parmi les stars de ce courant de pensée. Pour l'introduire brièvement, le stoïcisme est un courant né à la fin du IVe siècle, avant Jésus-Christ à Athènes, et fondé par Zénon. C'est une philosophie qui vise la sérénité de l'âme, l'ataraxie, en rejetant nos réactions positives ou négatives par rapport à toutes les choses qui ne dépendent pas de nous. Voilà. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand une personne reste imperturbable dans une situation donnée, on dit qu'elle est stoïque. Si ça vous intéresse, à l'intérieur du livre, donc il s'appelle Le Code, parce qu'il y a toute une partie en fait qui s'appelle Le Code, mais après Le Code, il y a je sais plus combien de pages sur juste le stoïcisme et en quoi ça consiste et l'histoire du stoïcisme, etc. À peu près 25 pages, voilà, de ce que je peux lire. Et je pense que c'est les 25 pages qui m'ont demandé le plus d'efforts par rapport au reste du bouquin, parce que c'est les pages où j'ai dû aller chercher dans les sources, j'ai dû aller dans les textes anciens pour vérifier que je ne disais pas n'importe quoi, j'ai dû tout vérifier, enfin bref, voilà. Tout ça veut dire que si le stoïcisme vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, allez-y. Au passage, il y a un autre grand stoïcien que j'aime beaucoup, et dont je parle d'ailleurs souvent, et notamment dans le bouquin, c'est Épictète. Et ben Rusticus, donc le maître de Marc Aurèle, et ben c'était l'élève d'Épictète. Donc c'est quand même très stylé. Et donc avec Rusticus comme maître, Marc Aurèle commence à mûrir, et malgré les responsabilités qui arrivent, comme le poste de consul qu'on lui donne, il prend conscience de l'importance d'être une personne qui vit en harmonie avec la nature, en paix avec sa place dans le monde. Il l'écrit lui-même, puisqu'il dit « Le matin, quand il t'en coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je me réveille. Je vais remplir les devoirs pour lesquels je suis né, et j'ai été envoyé en ce monde. Pourquoi donc faire tant de difficultés? Ai-je été créé pour rester ainsi chaudement sous des couvertures? Comme quoi, le matin, c'est dur pour tout le monde. Donc la vie de Marc Aurèle est ainsi rythmée par ce dialogue entre son côté philosophique et la promesse du pouvoir qu'il va devoir bientôt assumer. Il sait très bien que par sa naissance, il est d'une certaine manière condamné à gouverner, mais que sa nature et son éducation le poussent à le faire d'une manière qui serait juste philosophiquement. Après, pour l'instant, c'est toujours Antonin qui est aux affaires et il va y rester longtemps, parce que ce sera un règne de 22 ans. Entre-temps, Marc Aurèle occupe un deuxième mandat de consul et se marie avec la fille d'Antonin, Faustine. Ils vont rapidement être parents, ce qui est important pour déjà préparer la future succession, parce qu'on a vu que ça pouvait être un enjeu important. La popularité de Marc Aurèle augmente de plus en plus et son professeur Fronton lui écrit dans une lettre que « Tu sais que dans toutes les échoppes, les petits restaurants, les boutiques, les halles, les vestibules, les fenêtres, en tout lieu, partout, sont communément exposées des images de toi. » Voilà, petite communication qui prépare le terrain pour Marco, qui est maintenant prêt à accomplir son destin, lorsque Antonin s'éteint finalement en 161. Marc Aurèle perd avant tout une figure paternelle très importante pour l'homme qu'il est désormais devenu, et il décrit son admiration dans ce très bel hommage où l'on retrouve la teinte de la pensée stoïcienne. Agit en tout comme disciple d'Antonin, voit son effort pour conformer ses actes à la raison, son égalité en toute chose, sa piété, sa physionomie calme, sa douceur, son mépris d'une vaine réputation, son désir de saisir les réalités. Il n'aurait rien laissé passer sans en avoir d'abord une vue nette et une idée claire. Les hommages rendus, Marc Aurèle est prêt, il a tout juste 40 ans, et il vient de devenir l'homme le plus puissant du monde. Alors en fait, au début, le Sénat il veut introniser Marc Aurèle comme seul empereur. Mais ce dernier n'oublie pas Lucius Verus, son frère d'adoption. Il convainc donc le Sénat pour qu'ils soient tous les deux co-empereurs. Voilà, on peut supposer que Marc Aurèle privilégie cette option, d'abord par loyauté, mais aussi pour permettre la division des tâches, surtout que Lucius a un profil plus militaire, de par son plus jeune âge et son physique plus robuste. Alors c'est assez notable comme situation parce que c'est la première fois dans l'Empire qu'il y a deux empereurs qui sont parfaitement égaux par rapport à la constitution
et dans les pouvoirs qu'ils ont. Mais la tâche n'est pas de tout repos et ils vont rapidement être confrontés à des situations complexes. Tout d'abord, l'attaque de la province de la Syrie par les Parthes, l'équivalent plus ou moins des Iraniens d'aujourd'hui. On est là, on représente, c'est Lucius qui prend la tête de l'expédition, qui doit régler la situation, et va combattre jusqu'à la victoire pendant des années, tandis que Marc Aurèle s'occupe des affaires législatives à Rome, donc un tout petit peu plus pépère. Voilà. Et il marie même sa fille Lucilla avec Lucius, donc le duo des empereurs est vraiment scellé, quoi. Il devait sûrement avoir une sorte de check spécial quand ils se croisaient dans les couloirs du palais. C'est sûr. Quoi qu'il en soit, les armées romaines sont victorieuses contre les Parthes. On les a laissés gagner, ok ? Et ils vont jusqu'en Arménie. Mais il y a un problème de taille. C'est qu'elle rapporte la peste à Rome en rentrant. Alors la peste, c'est pas la peste du Moyen-Âge, hein, même si c'est le même mot traduit du latin. On pense que ça correspond à une grosse épidémie de variole qui va quand même secouer l'Empire et avoir un taux de mortalité d'environ 10% sur une population de 60 millions de personnes. Voilà. Donc de graves conséquences sociales et économiques. C'est quand même quelque chose qui va marquer le règne de Marc Aurèle. Mais quand on est empereur, les problèmes ne s'arrêtent jamais, parce qu'ensuite, c'est les tribus germaniques qui menacent la frontière du fleuve du Danube. Les deux empereurs prennent ensemble la tête de l'expédition, mais Lucius meurt d'une hémorragie pendant le trajet. On est en 169, Marc Aurèle est désormais seul empereur, et il décide de ne pas chercher de nouveaux collègues et d'affronter les rebelles lui-même. Alors que clairement la guerre, c'est pas son truc. Là, il va faire quelque chose d'assez original, puisque pour financer cette campagne militaire, il va pas augmenter les taxes comme tous les autres dirigeants jusque-là, il va plutôt mettre en vente aux enchères des objets qui lui appartiennent comme des statues, des tableaux, ou des diamants même, voilà. Une action très stoïque, puisque ça montre qu'il a finalement peu d'intérêt pour les choses matérielles. Ça va ensuite être le début d'une longue guerre contre les tribus germaniques, notamment les Quads et les Marcomanns. Voilà. Et Marc Aurèle va passer la grande majeure partie de son temps au front. C'est pendant ce laps de temps, environ une dizaine d'années, jusqu'à sa mort, qu'il va commencer à écrire toute une série d'aphorismes qui vont devenir l'ouvrage encore aujourd'hui très connu et référence du stoïcisme, Penser pour moi-même, de Marc Aurèle. Voilà. Alors dans d'autres pays, c'est Méditation, le titre. Voilà. Donc empereur le jour, philosophe la nuit, gros CV. Dans ses fragments littéraires, Marc Aurèle développe sa pensée dans la continuité de celle d'Épictète. Alors déjà, c'est drôle de voir que parmi les deux stoïciens les plus connus, il y a d'un côté un empereur et de l'autre un esclave, puisque Épictète était un esclave. Donc vraiment, ça dépasse les classes sociales. Et après, dans ses pensées, Marc Aurèle, il écrit sur plein de sujets, comme l'importance de vivre une vie vertueuse, le contrôle de ses désirs ou la gestion de ses émotions. Même si c'est une personne extrêmement puissante, il écrit sur des choses qui ont un écho universel et qui peuvent s'appliquer à la vie de chacun et chacune d'entre nous. Il y a des passages sur le pouvoir, l'orgueil, la mort, la liberté et plein d'autres choses. Donc on peut en tirer des conseils concrets et les appliquer. C'est presque un manuel d'éthique et de morale en fait. C'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, c'est sûrement un des ouvrages de philosophie les plus lus ever. Voilà. Et en plus, notamment grâce à Rusticus, les aphorismes sont écrits dans un langage qui est accessible. Marc Aurèle le remerciait d'ailleurs pour lui avoir appris à se défendre de toute rhétorique, de toute poésie et de toute affectation dans le style. Voilà, même leur manière d'écrire est stoïque. Alors finalement, entre deux sessions d'écriture, Marc Aurèle y réussit quand même à repousser l'envahisseur germanique après des affrontements interminables. C'est pile le moment où il sait qu'il va peut-être enfin se reposer après la peste et les guerres et tout, quoi. Mais non, il a prédit lui-même en disant que le temps est un fleuve rapide dont les événements sont les flots. À peine chacun d'eux apparaît-il qu'il est déjà emporté à son tour. Et en voici déjà un autre qui va l'être. Et le nouvel événement, c'est une révolte instaurée par le brillant gouverneur de Syrie, Avidius Cassius, qui était avide de pouvoir, puisqu'il s'est servi d'une rumeur de mort de Marc Aurèle pour se proclamer empereur en 175. La rumeur était plutôt crédible, parce que la santé de Marc commençait doucement à décliner, mais elle n'était pas vraie. Et heureusement pour l'empereur en place, la trahison ne s'est pas répandue. Marc Aurèle doit tout de même mater la révolte, et il fait un long discours à ses soldats, en parlant d'Avidius Cassius, où, encore une fois, transparaît tout son stoïcisme. Alors, je vous lis ce long extrait, parce que vraiment, ça met les frissons, quoi. Franchement, c'est trop stylé. On adorerait avoir des politiques comme ça aujourd'hui. Voilà, non mais oui, je le dis, voilà. Bon, ça n'a rien à voir, c'est une époque incomparable, etc., mais je vais vous lire et vous allez voir, c'est trop stylé. Quant à moi, compagnon d'armes, je n'ai peur que d'une chose, car toute la vérité vous sera dite. C'est qu'il se tue lui-même,
honteux de paraître à nos yeux, ou que quelqu'un d'autre le fasse, ayant appris que je viens et marche contre lui. Car il m'enlèverait une grande récompense de la guerre et de la victoire, si grande que nul homme jusqu'à alors ne l'a remportée. Quelle est-elle? Gracier un homme ayant mal agi. Demeurer ami avec celui qui a transgressé l'amitié. Rester fidèle envers celui qui a détruit la fidélité. Cela vous paraît sûrement paradoxal, mais vous ne devez pas être incrédule. Car le bien n'a pas été totalement détruit parmi les hommes et il existe encore chez nous un reste de l'ancienne vertu. Incroyable, incroyable. Et c'est vraiment un moment qui témoigne du mélange de l'empereur et du philosophe. Alors pendant que Marc Aurèle prépare son trajet vers l'Orient, il en profite pour mettre en avant son fils, Commode, pour meubler un petit peu le temps. Vous l'avez ou pas? Meubler, Commode. Voilà. Non mais en vrai, c'est pour préparer vraiment sa succession, parce qu'il sent que la fin approche, et il présente donc Commode à ses troupes, et lui donne le titre de prince de la jeunesse. D'ailleurs, pour la petite histoire, Commode est un gros survivant, parce que c'est l'un des rares enfants de Marc Aurèle à avoir atteint l'âge adulte. Voilà. Alors que l'empereur a eu en tout une quinzaine d'enfants. Voilà, je vous laisse imaginer la souffrance que c'est de perdre autant d'enfants. Et je dis autant d'enfants parce que du coup, selon les sources, il y a entre 2 et 5 enfants qui auraient atteint l'âge adulte. Voilà. Donc je trouve ça atroce. Mais donc Commode est le seul enfant mâle à avoir survécu. Donc on peut imaginer comment ce très grand nombre de deuils a endurci le stoïque en Marc Aurèle. Voilà. Et aussi comment il devait être content de voir Commode grandir jusqu'à devenir prince. Finalement, le duo père-fils est rassuré devant la révolution d'Avidus Cassius, car elle ne dure que 3 mois, et se fait trahir lui-même par un de ses proches, et il est retrouvé mort. Voilà. Alors que Marc Aurèle pensait le pardonner, il reçoit un jour la tête tranchée de Cassius, comme preuve de sa mort, mais il refuse de la regarder, et ordonne qu'on l'enterre. Est-ce que c'est la fin des péripéties? Eh bien pas du tout, parce que les tribus germaniques commence à s'agiter à nouveau, et Marc doit encore une fois rejoindre le front. Ce sera son ultime arrêt, puisqu'il s'éteint en 180 à l'âge de 58 ans. Alors certaines sources disent qu'il aurait été empoisonné, afin d'accélérer la montée au pouvoir de Commode, mais Marc Aurèle était déjà de toute façon affaibli par des problèmes d'estomac. Et d'ailleurs, ce serait un très mauvais pari de vouloir que Commode accède au trône, parce que son règne sera décrit comme violent et autoritaire, tout l'inverse de l'exemple de son père. Voilà. Comme quoi l'héritage ne suffit pas. Bref, Marc Aurèle, comme à son habitude, reste très stoïque devant ses derniers jours. Il refuse volontairement de se nourrir afin de rejoindre la mort plus vite. Sa dernière pensée, qui figure dans son livre, est très émouvante. Il écrit « Ô homme, tu as été le citoyen de cette grande cité. Que t'importe de l'avoir été 5 ans ou seulement 3. La règle qui est conforme aux lois est égale pour tous. Dès lors, quel mal y a-t-il à ce que tu sortes de la cité, d'où t'éloigne non point un tyran, non point un juge injuste, mais la nature même qui t'y avait introduit. Ce n'est qu'un acteur quittant la scène quand il reçoit congé du chef de la troupe qui le commandait. Mais je n'ai pas joué mes 5 actes, je n'en ai joué que 3. Tu les as bien joués. Et dans la vie, parfois, la pièce est complète avec 3 actes seulement. Toute la pensée de Marc Aurèle est résumée là, et sûrement qu'il aurait eu le sourire si on lui avait dit que 2000 ans plus tard, on se souviendrait de lui beaucoup plus pour sa philosophie que pour son pouvoir. Lui qui avait l'habitude de dire cette devise stoïque, « Bientôt, tu as oublié. Bientôt, tous auront oublié. » Là-dessus, il s'est peut-être trompé, parce que encore aujourd'hui, on est beaucoup à se rappeler de son passage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle me touche particulièrement. Bah oui, c'est un personnage qui me touche particulièrement, parce que cette philosophie me touche particulièrement. Donc voilà, quelle vie, mais incroyable, tout incroyable. J'ai adoré, j'espère que vous avez kiffé aussi. Quel régal. Si vous voulez voir d'autres vies de philosophes, tout aussi passionnantes les unes que les autres, mais il y a d'autres vidéos. Mais bien sûr, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous êtes en train d'apprendre des trucs là, vous êtes en train de vous divertir en apprenant des choses. Mais continuez, bon sang. Allez-y, allez-y gaiement. Oui. Moi, je vous embrasse. Ciao.